Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences ayant pour thème les concours d'accès à l'École nationale de la magistrature. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour la première conférence qui porte donc sur l'épreuve peut-être la plus redoutée, la plus redoutable de ces concours, l'épreuve dite de culture générale qui s'appelle en réalité connaissance et compréhension du monde contemporain. Ce cycle de conférences ENM sera composé de 6 conférences qui s'étaleront dans les semaines et dans les mois qui vont suivre. Une conférence par épreuve au concours et une conférence qui sera animée par un magistrat qui viendra nous parler de son métier. On prendra donc l'occasion à chaque fois de vous présenter d'abord chacune de ces épreuves, de vous donner des conseils pour les réussir, puisque ce qui nous réunit ce matin, c'est ce souhait de réussir les concours et vous êtes quasiment tous candidats à ces concours qui ont lieu habituellement au mois de juin. Nous en profiterons également pour appliquer de manière concrète les grands conseils qui vous seront donnés de manière théorique. On les appliquera aux sujets qui sont tombés à la session des concours 2023 et cela vous donnera quand même une idée beaucoup plus précise des attentes du jury pour ces épreuves. Cette conférence ce matin s'adresse à nos candidats qui sont inscrits dans notre prépa Mission Magistrat, mais pas seulement. Je souhaite donc également la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et je vous remercie ce matin d'être aussi nombreux. Pour cette première séance, je vous présente Raphaël Bertrand, que je suis ravie d'accueillir et qui va ce matin donc nous présenter cette première épreuve de culture générale. C'est l'enseignant de culture générale chez Mission Magistrat depuis de nombreuses années. C'est notre référent dans cette matière. Raphaël, tu as la parole. Merci Fanny, bonjour à tous. Je m'associe évidemment à Fanny pour vous souhaiter la bienvenue d'abord dans cette conférence, mais plus globalement au CFJ. Alors, elle l'a souligné, ça fait de nombreuses années que j'enseigne la culture générale, les questions contemporaines, enfin cette espèce de machin qu'il va bien falloir arriver à cadrer pour le réussir. Et donc, j'ai à nouveau la difficile mission de vous présenter aujourd'hui une épreuve qui n'a pas de programme, qui a un nom, une appellation qui change d'un concours à l'autre, mais qui, rassurez-vous, a quand même une espèce d'invariable qui est que si on ne connaît pas tout à fait le programme, on peut de toute façon l'appréhender, et ce qui ne change pas et qu'on connaît bien, c'est les attentes des correcteurs. Donc, fort de ces éléments-là, je devrais quand même pouvoir vous présenter les attendus, les grandes caractéristiques de cette épreuve, et puis, comme l'a souligné Fanny dans son introduction, ce que je vous proposerai aussi, c'est de vous montrer, à travers la correction du dernier sujet qui a été posé, eh bien, comment on traite, alors c'est une proposition, hein, mais comment on traite ce type très particulier de sujet. Alors, vous voyez, premier concours, quand on va regarder un peu ce qui est attendu de nous, hein, quand on se demande quel est le programme de cette épreuve, on comprend d'abord qu'il s'agit, par l'appellation, par le titre, d'une composition en connaissance et compréhension du monde contemporain. Alors, il y a des éléments dont on va tenir compte et d'autres que l'on va oublier. Alors, le premier dont on va tenir compte, c'est le caractère de composition. Composition, c'est pas dissertation, c'est pas note de synthèse, mais enfin, ça ressemble quand même plus à la dissertation qu'à la note de synthèse. Donc, on va déjà pouvoir s'orienter sur ce formalisme, pardon, d'épreuve, c'est-à-dire une épreuve proche, similaire à la dissertation. Et puis, on avait aussi la notion de monde contemporain. Bon, alors, cette notion-là, on va l'accepter, mais on va la retravailler parce qu'elle sera justement le fond de toutes nos problématiques. C'est qu'elle n'est pas une limite du sujet, elle n'est pas une limite du programme, elle est simplement une manière d'appréhender le sujet. Je m'explique, vous ne pouvez pas traiter uniquement, dans cette épreuve de questions contemporaines, de la société contemporaine.
Donc, il va falloir trouver les moyens de mettre en lumière, de mettre en relief le passé et le présent. Je vous épargne l'avenir, mais au moins le passé et le présent. Alors, si on lit de manière un peu plus précise, cette fois-ci, le programme, donc, épreuve portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles, bon, c'est-à-dire tout. Voilà. Judiciaire, juridique, social, politique, historique, économique, philosophique et culturel, c'est-à-dire l'ensemble du spectre des interactions sociales des individus dans une société. Alors je continue ma lecture. Cette épreuve de composition vise à apprécier les connaissances et la compréhension que les candidats ont du monde contemporain. Très bien, ça on comprend. Et du contexte d'intervention du magistrat. C'est une précision dont il faut tenir compte, c'est-à-dire que quand même, cette dimension école de la magistrature et cette dimension euh, professionnelle, entre guillemets, du métier de magistrat doit, d'une manière ou d'une autre, pouvoir être prise en compte. Ce n'est pas l'action du magistrat hein, qui est citée, c'est le contexte d'intervention du magistrat. Donc, finalement, le contexte d'intervention du magistrat, c'est la dimension judiciaire, juridique, sociale, politique, historique, économique, philosophique et culturelle. Donc, en fait, même s'il n'y a pas de programme, on arrive à comprendre de manière très précise ce qui est attendu en termes de limites du sujet. Et je continue la lecture. Cette composition, qui n'est en aucun cas réductible à une épreuve technique, ça c'est important. Tout à l'heure, quand je disais composition, ça ressemble quand même un peu à la dissertation. Bah, en tout cas, ça ne ressemble certainement pas à des épreuves techniques que vous pouvez avoir par ailleurs dans les matières qui vous concernent. Je ne veux pas corriger des épreuves de procédure pénale, de droit pénal ou de trucs un peu pénal parsemés d'un peu de civil et pourquoi pas d'un peu de public. Ce n'est pas du tout l'objet de ce type de sujet. Ce n'est pas l'objet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus s'y référer. Simplement, ce n'est en tout cas pas le cœur de ce qui est attendu. Donc, si vous êtes de brillants pénalistes et de brillants civilistes, bah, c'est bien, mais pas totalement idéal pour cette épreuve. En tout cas, il faudra le nuancer et il faudra apporter d'autres connaissances. Je continue la lecture. Euh, alors, n'est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des connaissances dans les domaines judiciaires, juridiques, sociaux, politiques, historiques. Ça tombe bien, c'est ce qu'ils avaient précisé dans le titre. Donc, on est à peu près raccord. Et appelle une réflexion personnelle des candidats, c'est le plus important. Appelle une réflexion personnelle des candidats. J'ai cru reconnaître quelques noms dans la grille des participants. J'ai déjà corrigé quelques copies, j'imagine, de certains d'entre vous. Je le résume souvent par une petite note dans la marge, par un descriptif. La composition est une épreuve qui est une épreuve d'argumentation personnelle. À la limite, si vous voulez trouver une comparaison avec le domaine judiciaire ou juridique, c'est une plaidoirie. C'est-à-dire que vous allez trouver un axe de défense de votre client, en l'occurrence c'est vous, et vous allez le tenir. Et vous allez argumenter. Et quand on argumente, on ne décrit pas. Donc, une réflexion personnelle des candidats, c'est-à-dire la capacité à réfléchir personnellement sur le sujet. Personnellement, c'est votre approche qui est notée. Ça veut dire qu'on n'attend pas de vous que vous récitiez des éléments. Mais ça tombe bien, puisque de toute façon, il n'y a pas de programme précis. Ça veut donc dire qu'on n'attend rien de vous, mais qu'on attend tout, en tout cas qu'on attend une chose, c'est que ce soit une démarche personnelle. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que pour les épreuves techniques, c'est juste ou c'est faux. Si c'est juste, tant mieux. Si c'est faux, c'est dommage. Pour l'épreuve de questions contemporaines ou de questions posées à la société française, qu'importe son appellation, on n'est pas dans la même logique. On n'est pas dans une logique du vrai ou du faux. On est dans une logique du personnel et donc de l'argumenté ou du pas argumenté ou mal argumenté. Ce qui est différent. Et pour vous donner un exemple assez concret de tout ça, et c'est un exemple que j'emploie souvent, je vous rappelle quand même que pendant des siècles, tout le monde était d'accord, et c'était même prouvé scientifiquement, que la Terre était plate. Alors, je sais que ça en occupe encore quelques-uns aujourd'hui, mais enfin, globalement, il est quand même admis qu'elle l'est un petit peu moins qu'auparavant. Pourtant, la règle et tout ce que vous pouviez lire ou admettre à l'époque consiste à dire que la Terre
était plate. C'était la réalité. Donc, on va faire un peu d'anachronisme, mais si vous faisiez votre copie de culture générale à l'époque, eh ben, vous partiez d'un postulat qui était le fait que la Terre était plate. Et c'était pas faux. C'était démontré, c'était argumenté. Ça veut dire que la culture générale admet que l'on puisse se tromper dans son époque. Elle admet que l'on puisse analyser à partir des connaissances que l'on a. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le sujet, dans l'appellation pardon, de l'épreuve. Société française, aujourd'hui, pardon, la question est posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions, mais dans ses dimensions telles qu'on les connaît. Aujourd'hui, et je prends un autre exemple, nos sociétés sont particulièrement traversées par des enjeux d'identité, par des enjeux technologiques et évidemment par la confrontation de tout ceci à ce que l'on connaît. Dans vos copies, vous allez pouvoir les évoquer, ces enjeux-là. Mais vous ne pouvez pas connaître leurs conséquences. Elles interviendront dans le futur. On connaît ce qui se passe aujourd'hui, mais on n'a pas cette dimension prospective. Donc tout ça pour vous dire que certes, le sujet est centré sur notre époque, qu'on doit le traiter de manière personnelle, qu'on le traite à partir de ce que l'on sait, et que dans la mesure où c'est bien démontré, où c'est argumenté, on peut dire à peu près ce que l'on veut. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez avoir l'approche qui vous est personnelle, et vous devez l'avoir, cette approche-là. Alors peut-être que dans 3 ans, votre copie aura été totalement à côté de la plaque et tout ce que vous avez dit était faux. Peut-être. Mais c'est la manière dont vous allez le dire qui va être évaluée. Et quand on va regarder un peu la proposition de correction de sujet que j'ai faite, vous verrez à quel point, d'une part, c'est personnel, mais à quel point tout est argumenté. Donc, fondez-vous sur vraiment cet aspect de réflexion personnelle. Pas de par cœur, pas de vrai ou de faux, mais simplement une capacité d'argumentation. Au-delà de la vérification, voyez la phrase suivante, au-delà de la vérification des qualités d'argumentation, donc c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, le seul élément qui est véritablement cité dans ce programme, c'est la vérification des qualités d'argumentation. Donc, ça veut dire de manière assez claire que votre jury, votre correcteur, va accorder un nombre non négligeable de points à noter, à évaluer la capacité que vous avez à prouver votre point de vue. C'est quand même plutôt rassurant pour un concours d'entrée à l'école de la magistrature, vous voyez. Donc, montrez non pas que vous avez des connaissances, mais montrez qu'à partir des connaissances que vous avez, vous êtes en mesure d'analyser ce qui se passe aujourd'hui dans la société. C'est un peu la mission aussi du magistrat. À partir du droit, à partir de ce que je connais, je suis capable de proposer une solution à un conflit. Je suis capable d'avoir mon approche personnelle d'un élément à partir de tout un ensemble objectivé que sont les normes. Mais c'est exactement en reflet ce qui est attendu dans cette épreuve. À partir de toutes les connaissances que vous avez et d'un problème qui vous est posé, vous allez sur 5, 6, 10 pages proposer une solution. Donc, au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, alors, et de rédaction, j'allais un peu le passer comme ça à la trappe, et c'est une erreur de ma part. Rédaction, ça veut dire bon, une forme de syntaxe, mais aussi d'orthographe. Et je lis encore et je corrige encore beaucoup trop de copies où on a des fautes d'orthographe qui sont, alors ça arrive à tout le monde, hein, les coquilles et autres, bon, ok, on peut en tolérer 3, 4, 5 sur une copie, ça arrive, c'est pas grave. Quand ce qui pose problème, c'est finalement la même faute d'orthographe qui se répète systématiquement parce qu'en fait, elle témoigne d'un mauvais apprentissage de l'orthographe. Et donc ça, c'est problématique. Donc vraiment, relisez-vous. Les coquilles, ça arrive. Peut-être même que dans les sujets, les corrections de sujets que je vous propose, peut-être qu'il entraîne encore une ou deux. Donc ça arrive à tout le monde. Mais en revanche, ce qui n'est pas acceptable à ce niveau de concours, c'est de faire systématiquement la même erreur et de la répéter sur toute la copie. Donc vraiment des qualités de rédaction en termes d'orthographe, en termes aussi de niveau de langage. Ça faisait longtemps que ça n'arrivait plus, mais dans les quelques copies que j'ai corrigées cette année, je l'ai remis, ce commentaire, qui consiste à vous dire que le niveau de langage qui est attendu, c'est un niveau de langage soutenu, voire très soutenu. Et d'abord, si vous voulez argumenter, vous ne pouvez pas le faire autrement qu'avec un langage soutenu, parce que l'argumentation, c'est quand même la capacité à trouver le bon terme pour évoquer ou pour expliquer la bonne idée. Donc si vous n'avez pas cette capacité-là
à viser juste, à bien calibrer votre propos et vos mots, votre lexique, c'est compliqué. C'est compliqué d'être précis et d'être pertinent. Donc, veillez à ça, l'orthographe, le niveau de langage, soutenu ou très soutenu, et la syntaxe. Voilà. Bon, ça, globalement, c'est pas moi qui vais vous aider là-dessus, c'est votre travail personnel. Et puis, vous avez quand même fait une scolarité brillante avant d'en arriver là. Donc, normalement, il y a quelques petits soucis de réglage à faire, mais rien de fondamental. Les candidats doivent témoigner de capacités critiques, évidemment. Vous ne pouvez pas argumenter sans critiquer. Le principe d'une argumentation, c'est de concéder, d'admettre, de contredire, de réaffirmer. Donc, il faut avoir des capacités critiques. Deuxième aspect de ce terme-là, c'est la capacité aussi à critiquer le sujet. Le sujet n'est en aucun cas un prétexte à réciter des connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, et je prends à dessein l'exemple que je vous cite, ah ben tiens, le sujet c'est être citoyenne et être citoyen aujourd'hui, et ben ça tombe très bien parce que moi j'ai fait une fiche sur la citoyenneté en Grèce, donc je vais tout mettre. Non. Ou alors peut-être, mais sur un tout petit paragraphe. La question, la capacité critique, on la trouve dès l'introduction, dès votre capacité à prendre de la distance et à prendre de la hauteur sur le sujet. Le sujet, on ne l'accepte pas tel qu'il est. On le questionne, on le transforme, on voit à quoi il peut faire référence, à quoi il ne fait certainement pas référence, et à partir de tout ça, on fait quoi? Ben, on lit le reste de la phrase et formuler un point de vue qui leur est propre. Voilà comment elle fonctionne, cette épreuve. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai un sujet qui m'est posé, je le regarde, bon, je l'accepte parce qu'on me l'a donné, mais je ne l'accepte pas tel qu'on me l'a donné. Je l'accepte tel que moi, je le comprends ou tel que moi, je lui trouve un intérêt. Et le moi est fondamental dans cette épreuve. C'est moi. C'est moi qui discute du sujet. C'est moi qui écris ce que j'ai envie d'en écrire et c'est moi qui prouve que ce que je dis est juste. Et si mon objectif, c'est de prouver que la Terre est plate, très bien. Moi, je ne vous mettrai pas zéro en vous disant n'importe quoi, elle est ronde. Pas du tout. Mais je vous mettrai zéro si vous ne m'avez pas prouvé vraiment qu'elle l'était. Donc, sortez-vous des notions de vrai et de faux, de juste et de faux. Sortez-vous aussi du côté je suis pas bon, il n'y a pas de programme, bah, j'ai qu'à faire des grandes fiches et puis je les récite. Sortez-vous de tout ça et acceptez une chose, c'est la capacité de questionner le sujet, le réel et la manière de retranscrire tout ça dans votre copie. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais vous dire de la manière dont on doit, ou je pense que l'on doit appréhender cette épreuve. Est-ce qu'à ce stade, il y a des remarques, des questions, des volontés d'en découdre, que sais-je? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair pour vous, je vous propose maintenant que l'on passe à quelques considérations un peu plus formelles, c'est-à-dire sur le formalisme de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Je vous l'ai dit, c'est une épreuve dont le programme est extrêmement large, mais en même temps très resserré. Vous allez le comprendre avec la suite des conseils que je vais essayer de vous donner. On sait que c'est une composition et on sait que vous devez exprimer de manière personnelle un point de vue sur un sujet un peu complexe. Bon, très bien. Comment je le fais? Je le fais avec la méthodologie de la dissertation. C'est le support le plus adapté à la démonstration. Donc, pour rappel, et à mon avis, le rappel est quand même bienvenu parce que je constate là encore que parfois sur certaines copies, vous passez un peu à côté et c'est dommage parce que enfin, là, il suffit juste de respecter un canevas, un formalisme. Normalement, c'est dans vos cordes. Ce formalisme, c'est un corps en trois énormes blocs. Le premier bloc, c'est le bloc introductif, l'introduction. Le développement, la conclusion. Et dans chacun de ces blocs, on a des règles un peu particulières qui s'appliquent, un peu spécifiques, et qui sont des règles qu'on ne peut pas discuter. Voilà, celles-ci, elles s'imposent à vous, et vous les prenez telles qu'elles sont. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Voilà. Ça fait des centaines d'années que c'est comme ça, et vous n'allez pas le changer. En tout cas, pas quand vous essayez de rentrer dans une école, c'est pas tout à fait la bonne stratégie. Sur l'introduction, elle est découpée en plusieurs, j'allais dire, mouvements. Voilà.
Il y a un premier mouvement qui consiste tout bêtement à commencer, à écrire la première phrase de votre copie. C'est pas anodin, parce que c'est la première phrase que je vais lire, que l'on va lire de vous. C'est un peu votre apparence physique. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une personne, bon, avant d'évoquer la beauté intérieure, vous avez une apparence, vous avez un physique. Et bien là, c'est la même chose. C'est une rencontre et faut commencer. Donc cette première phrase, c'est celle que l'on appelle l'accroche et c'est celle qu'il convient de soigner au maximum. Parce que c'est la première chose que l'on va voir de vous. Alors après, quelle accroche, ça c'est à vous de voir. Je vous rappelle quand même là aussi que c'est un travail personnel. Mais quand même, en général, ce qui est bienvenu, c'est la citation littéraire, philosophique, la citation d'un auteur, parce que c'est une carapace. Vous commencez en mettant l'armure et en vous disant, alors attends, je vais t'expliquer mon point de vue, mais d'abord, Victor Hugo a dit ceci, je ne sais pas, moi, Kennedy dans un discours avait lui aussi dit cela, et c'est pas moi, c'est eux. Ce qui est un moyen de se protéger et ce qui est aussi un moyen de paraître un peu intelligent, parce que ça reste quand même de la culture générale. Bon. Donc on met cette première phrase, qui a un rapport avec le sujet. Et si ça n'est pas une phrase, ou si ça n'est pas une citation d'auteur, ça peut être, alors attention, parce que passez-moi la trivialité de l'expression, mais ça peut être très casse-gueule, ça peut être la citation d'un fait d'actualité. Ça me paraît toujours un peu hasardeux de faire ça, parce que si le fait d'actualité, c'est de commenter le dernier attentat dont on ne connaît ni l'auteur, ni le bilan des victimes, ni même si c'est véritablement un attentat, ça rend votre copie périssable. C'est-à-dire que vous ne savez pas à quel moment elle va être corrigée, la copie. Donc, ce qui est extrêmement d'actualité le jour où vous l'écrivez est par définition totalement passé le jour où elle est lue. Victor Hugo, il est toujours à peu près d'actualité. Et il a dit à peu près des choses intelligentes, globalement. Donc bon, l'un dans l'autre, on va se dire qu'on va préférer des éléments qui sont des éléments littéraires, philosophiques, en tout cas des éléments que l'on peut attribuer à un auteur. Parce que ça vous protège et parce que ça fait intelligent. Bon, voilà, de manière très simple. Ensuite, juste en dessous, vous allez. Alors, il n'y a pas l'accroche et ensuite quelque chose qui arrive tout de suite après. Hein. C'est-à-dire que l'accroche, c'est pas juste une phrase. Vous mettez votre citation si vous avez envie au tout début, mais vous l'expliquez. L'accroche, elle dure quelques lignes quand même. Hein. C'est pas je vous balance ma citation puis on passe à autre chose. Vous la contextualisez, vous l'expliquez, vous montrez pourquoi vous l'avez choisie, en quoi elle est liée au sujet. Et tout de suite après, ce que vous ne faites la plupart du temps jamais, enfin pas vous, mais en règle générale dans les copies que je lis, c'est l'ancrage spatio-temporel du sujet. Et oui, parce qu'en fait, la typicité que l'on peut trouver dans la société française, moi, je ne suis pas sûr qu'on la trouve dans la société afghane du XXIe siècle ou dans la société américaine du XVIIIe, ou même dans la Chine du XIIIe. Donc, en fait, pour que ce que vous allez écrire soit juste, il faut donner un cadre. Ce cadre, c'est le temps et l'espace. Ce que je dis est juste dans la société française contemporaine ou dans le monde occidental contemporain. Mais si vous commencez à me parler des libertés, des droits de la femme, et que vous le faites de manière générale sans que dans l'introduction je sache, moi, que ça se passe dans la France d'aujourd'hui, et parce que j'ai ce côté un peu perfide que vous ne soupçonnez pas, mais je vous cartonne en vous disant, ah bon, ah d'accord, donc les femmes sont libres en Arabie Saoudite, elles sont libres en Afghanistan, elles ont le même niveau de liberté qu'ici. Alors, bien sûr que vous parlez de la France, bien sûr que je l'ai compris, mais c'est pas écrit. Je suis seul hein, face à votre copie. Il n'y a personne qui m'explique ce que vous avez voulu dire. Et vous n'apparaissez pas sur ma petite épaule en me disant ah non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Donc, en fait, dès le début, vous devez avoir une espèce d'honnêteté intellectuelle qui consiste à dire, dès l'introduction, donc c'est juste après l'accroche, de me dire ce sujet, je le traite dans la France contemporaine. Et vous le justifiez. Et vous expliquez pourquoi c'est votre choix. Bon, vous avez évité de dire parce que c'est écrit dans le programme de l'épreuve. Mais c'est quand même un peu ça. Donc, bien sûr qu'on va traiter uniquement de notre monde occidental contemporain et qu'on va avoir des exemples qui vont aller au-delà pour mettre en valeur ce qui se passe aujourd'hui. Je vous l'ai dit en introduction, passé, présent. Une fois que j'ai fait mon ancrage spatio-temporel, je définis les termes du sujet.
Alors, je définis tous les termes du sujet. Je ne les définis pas forcément les uns après les autres de manière très artificielle. Je les définis, enfin, je définis un peu plus profondément ceux qui ont un vrai intérêt pour le sujet. Et donc, je les définis de manière problématique. Je me fiche d'avoir une définition d'un dictionnaire de justice, citoyenneté ou autre. Je m'en fous. Je les connais, les définitions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous entendez par citoyenneté, justice, travail. C'est à vous de me le dire. Pourquoi c'est à vous de me le dire? Mais parce que vous allez me démontrer dans une approche personnelle votre interprétation du sujet. Donc vous allez l'interpréter à partir de ce que vous entendez par les termes du sujet. Pas parce que le Larousse ou je ne sais quel dictionnaire entend des termes du sujet. On s'en fout. Et tant mieux, parce que si vous devez vous coltiner l'ensemble des définitions qu'il y a dans le Larousse, vous ne le passerez pas cette année, le concours. Hein. Donc, la capacité à définir personnellement et problématiquement les termes du sujet. Pourquoi problématiquement? Parce que pour que ce soit bien construit, que ce soit cohérent et intéressant, il faut que dès l'introduction, on ait un sentiment de choses qui coulent, voilà, qui s'entraînent les unes les autres. Donc si, dès l'accroche, que je mets ensuite en parallèle avec un contexte à la fois d'espace et de temps, spatio-temporel, qu'ensuite, je viens définir un peu problématiquement les termes du sujet, que je dis que ce terme-là s'oppose à celui-ci, et que je montre cette confrontation, je crée déjà une tension et je montre que je suis en train de me questionner. Accroche, ancrage spatio-temporel, définition problématisée des termes du sujet, problématique. Elle arrive naturellement. Et alors, la problématique, avant que je vous explique ce que c'est, je vais déjà vous dire ce que ça n'est pas, et ce n'est certainement pas la reformulation du sujet sous une autre question. Fait-il beau aujourd'hui? Oh bah, nous allons voir aujourd'hui si le temps est plutôt convenable. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Donc je ne reformule pas le sujet. Je n'essaie pas non plus de le hacher en 40 morceaux. Qu'est-ce que la météo? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui? Mais du coup, alors, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Comment est la météo? Et parfois, on se retrouve avec une succession de questions où on se dit, mais où est-ce qu'il va? Pourquoi? Donc, la problématique, c'est une question transverse qui émerge du sujet, que vous faites émerger du sujet, et qui émerge d'autant plus facilement que dès l'accroche, ensuite avec l'ancrage spatio-temporel et la définition problématisée des termes du sujet, elle arrive naturellement. Elle arrive tellement naturellement que vous n'êtes pas obligé de la rédiger sous forme de question. Ça évite la succession de 15 000 questions relativement identiques. Ça évite aussi la question de 8 lignes qui est incompréhensible pour tout le monde. Donc, vous la rédigez comme vous le souhaitez, sous forme interrogative si vous êtes à l'aise et si c'est bien fait. Et ça peut être aussi une succession d'affirmations, de contestations. Enfin, vous dites quelque chose, vous le modulez, vous le réaffirmez, et en le lisant, on se rend compte que vous êtes en train de questionner le sujet. Et donc, que vous faites émerger la problématique. Ensuite, l'annonce du plan. Bon, alors, faites-le comme vous voulez. Soit vous le marquez de manière très lourde et très précise, et pourquoi pas, puisque quand on a lu 40 copies, au moins c'est clair. D'une part, nous verrons que, d'autre part, nous verrons que, ou dans ou dans une première partie, puis dans une seconde partie. Ce qui est un peu plus élégant, c'est de le faire pareil. Hein. Vous savez, vous concédez, c'est-à-dire s'il apparaît qu'il fait beau aujourd'hui, virgule, il n'en demeure pas moins une incertitude quant à la météo de demain. Vous voyez, j'ai mes deux parties. Si, il n'en demeure pas moins que. Si, néanmoins. Vous voyez? Bon, après, ça, c'est de l'élégance. C'est à vous de vous en occuper. J'ai fini mon introduction. Maintenant, j'en arrive au développement. Deux parties, pas plus. Deux parties qui ne peuvent pas être grand 1 noir, grand 2 blanc. C'est pas possible. Plus à ce niveau-là. Pas, on n'est pas dans une copie du bac. Et donc, vous ne pouvez pas, dans le même temps, à moins d'être totalement schizophrène, ce qui est un mauvais signal si vous devenez magistrat, mais vous ne pouvez pas dire grand 1, c'est noir, grand 2, c'est blanc. Ça n'a pas de sens. Grand 1, j'ai quand même l'impression que c'est un mélange de noir et de blanc. Grand 2, bah tiens, oui, j'avais raison, c'est du gris.
Là, ça se tient. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites la plupart du temps dans le grand 1, grand 2, oui, mais vous devez le regrouper dans la première partie. La première partie, elle donne une espèce de constat problématisé de la situation. Grand 1, il fait beau aujourd'hui, mais je ne suis pas persuadé que ça va durer jusqu'à demain. D'accord? Grand 2, avec les difficultés de prévision actuelles et les algorithmes, on pourrait imaginer que le temps se maintienne dans les jours à venir. J'ai réintroduit dans le grand 2 un élément qui me permet de nuancer mon propos. Mais j'ai pas dit il fait beau, grand 1, il fait beau, grand 2, il pleut. J'ai dit grand 1, il fait beau, mais je ne sais pas si ça va durer. Et potentiellement, il va pleuvoir. Grand 2, je le sais d'autant moins qu'en ce moment, les algorithmes ne fonctionnent pas et qu'il faudrait peut-être réfléchir à une nouvelle méthode de prévision du temps. Voilà. C'est ça que vous devez faire. C'est oui, mais dans le grand 1, nouvel élément qui vient apporter un nouvel éclairage dans le grand 2. Ce qui est finalement un plan en 3 parties qu'on a fait en deux. Deux grands axes qui se complètent, qui se contredisent dans une certaine mesure. Il est hors de question, mais j'insiste vraiment, vous ne pouvez pas dire grand 1, être citoyen aujourd'hui, c'est être totalement libre de ses actes. Grand 2, ah non, mais quand même, il y a des devoirs hein, aussi. Ben non, si on est libre de ses actes, il n'y a pas de devoir. Ou alors, il faut l'expliquer. Et on ne peut pas l'expliquer avec ces deux parties-là, il faut trouver autre chose. Donc, j'insiste vraiment très lourdement là-dessus, pas d'énormes contradictions entre le 1 et le 2. Il peut y en avoir une dans le 1, mais le 2 vient pour apporter un éclairage qui va au-delà de tout ça. Deux sous-parties par partie, donc grand A, grand B, grand A, grand B. De la même manière, il faut être cohérent, elles ne peuvent pas, elles non plus, dire que c'est noir puis que c'est blanc. Elles sont elles aussi mesurées. Et à l'intérieur de ces sous-parties, il y a, je vous épargne les sous-sous-parties parce que les questions contemporaines ne se prêtent pas non plus à un exercice formel qui est trop prégnant. Enfin, vous pouvez pas, on n'est pas dans une épreuve technique, donc la sous-sous-partie me semble très très difficile à faire dans ce type de sujet. Ce qui est en revanche nécessaire de faire, c'est des paragraphes argumentés. C'est-à-dire que votre grand A, votre grand B, vous l'organisez en interne comme vous voulez. Je ne vous demande pas des petits 1 et des petits 2. Je vous demande simplement des paragraphes argumentés, c'est-à-dire une idée qui est énoncée, un argument et un exemple, à peu près. Et dans l'idéal, vous le répétez 3 fois. C'est-à-dire que dans chaque sous-partie, j'ai 3 idées, j'ai 3 arguments, 3 exemples qui viennent à chaque fois appuyer ce que j'ai dit. Faites-le de manière beaucoup plus souple. On n'est pas on n'est pas dans l'application extrême de ce que je viens de vous dire, mais en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'à l'intérieur, enfin, c'est pas du patinage artistique. À l'intérieur, il faut quand même avoir une rigueur dans la conduite de votre démonstration. Ça reste un peu rigide. Si je dis quelque chose, je dois l'argumenter, je dois l'illustrer. On reste sur un exercice formel. Ensuite, j'ai donc terminé mon introduction depuis un petit moment. Je l'ai relu entre-temps pour être bien sûr que ce que je suis en train d'écrire ne la contredit pas. Et ça, je peux vous garantir que dans 3 quarts des copies, il y a une contradiction entre le développement et l'introduction. Alors, encore une fois, peut-être que sur un examen à la fac, on peut fermer les yeux là-dessus, très bien. Sur un concours de ce niveau-là, on ne fermera pas les yeux là-dessus, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas me dire quelque chose quelques lignes plus haut et vous contredire complètement ensuite. Donc ça rentre dans les critères d'évaluation, la pertinence du plan, la cohérence des idées. On ne peut pas dire tout et son contraire. Et donc ensuite, j'ai terminé et j'en arrive à la conclusion. Bon, la conclusion, c'est 2 parties. C'est une première partie qui est un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Ça ne veut pas dire réécrire les grands titres. Ça veut simplement dire au correcteur, bon voilà, écoute, moi j'ai considéré qu'être citoyen aujourd'hui, c'était ça. J'ai essayé de te le prouver en te montrant que ça. Bon, deuxième partie, un peu de prospective. Est-ce que compte tenu de ce qui précède, la situation sera la même dans les 100 prochaines années? Je ne sais pas trop. Donc, première partie qui est un résumé, un récapitulatif
Deuxième partie, c'est une partie qui va ouvrir sur un autre problème. Alors, un autre problème qui est lié. Si vous parlez de la météo, évitez de vous poser la question de savoir si les dinosaures vont se réincarner un jour. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Mais il est quand même important d'avoir cette ouverture. Mais là encore, soyez malin et ouvrez vers quelque chose dont vous avez déjà la réponse. Ne posez pas des grandes questions fondamentales comme si vous ou moi allons avoir la réponse au prochain épisode. On n'en sait rien. Donc la question ou l'ouverture qui est posée en fin d'introduction, il faut qu'elle soit modeste. Voilà. Et que vous acceptiez de poser une question un peu banale sur quelque chose dont on a déjà la réponse. Pourquoi? Ben parce que ça montre que tout ce que vous avez dit est bel et bien ancré dans la société française contemporaine, ce qui est le programme de l'épreuve. Est-ce que le juge à l'avenir, je ne sais pas moi, avec la nouvelle technologie et la justice prédictive, est-ce que le juge aura toujours la possibilité de vraiment juger et est-ce qu'on sera jugé que sur les actes que l'on a commis et pas potentiellement sur ceux qu'on voudrait commettre? Enfin, vous voyez, on a déjà la réponse, ça reste une interrogation un peu prospective et qui n'est pas non plus un débat de savoir sur, enfin je ne sais pas, moi, si vous me posez la question de l'existence des extraterrestres, on n'en est pas là. Donc on reste modeste. Voilà ce qu'on peut dire sur la structure de ce devoir. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? À ce stade, il n'y a pas de questions sur le mur de discussion. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question? Non? Euh, oui, moi j'aurais une question, bonjour. Oui, bonjour Eva. Est-ce que pour le développement de notre épreuve, il faut obligatoirement citer des auteurs tout le temps ou c'est enfin, pas important, mais est-ce qu'il y a un nombre d'auteurs qu'il faut citer ou est-ce que peu importe ou est-ce que ça dépend du sujet? Enfin, je sais pas. Alors, Alors, je me permets de généraliser votre question, Eva, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, effectivement. La question générale est la suivante, c'est on fait une bonne copie avec combien d'exemples? Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est alors ça. vous savez, s'il existait une grille avec des critères objectifs pour corriger les copies, ça nous simplifierait la vie. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que, faut poser la question différemment. Est-ce que je peux faire une très bonne copie sans exemple ou pas avec beaucoup d'exemples? La réponse est non. Ça reste une épreuve de culture générale. Alors, je sais bien que c'est un peu comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Mais quand même, ça me paraît difficile de ne pas en donner. Et j'ai un peu répondu avec la structuration de votre devoir. Vous devez accepter cette espèce de rythme un peu ternaire qui consiste à dire si j'ai une idée, je dois avoir un argument et je dois avoir un exemple. Est-ce qu'il y a un nombre d'exemples? Non. Est-ce que plus il y en a, mieux c'est? Non. Si c'est pour me citer la dernière intervention de Loana dans les médias, honnêtement, je m'en fous. Ce qui compte et ce qui est évalué, c'est l'impression d'abord. En fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a d'arguments, plus il y a d'exemples, plus on a une impression d'abouti, de côté un peu érudit. On se dit, ah, quand même, c'est beau, d'accord? Parce que ça sonne bien quand vous dites quelque chose et que vous allez convoquer Aristote, Platon, ou même des auteurs plus contemporains, ou de la peinture, de la sculpture, du cinéma. Je me dis oui, quand même. Mais ce qui va davantage compter, et là aussi je le mets dans les copies, dans les commentaires, c'est la précision des détails, leur pertinence. Si vous me sortez une citation de Platon qui est complètement à côté de ce que vous venez de m'écrire, il valait mieux pas la mettre, hein. Parce que là, elle va vous retomber un petit peu dessus. On va se dire, mais alors en fait, non seulement c'est faux, mais en plus, elle est débile, elle ne comprend rien. Donc, n'allez pas vous piéger vous-même. Ce qui compte, c'est la pertinence et la précision des détails. Et alors là, après, c'est la manière dont vous allez préparer le concours.
Mais dans l'idéal, si vous êtes capable de me dire, alors telle citation de Platon, elle est dans tel livre qui a été écrit à telle époque, genre page 23 d'édition Plomb, bon, ben voilà, là on se dit, ah oui, bah d'accord, ok, très bien. Ce qui compte vraiment, c'est l'adéquation de l'exemple à ce que vous venez de dire, sa précision et donc globalement sa pertinence. Est-ce qu'il y a une prime à donner des exemples un peu classiques, un peu littéraires, un peu érudits? Évidemment que oui, bien sûr. Est-ce que c'est ce qui va vous démarquer des autres? Oui, mais pas que. Ça va vraiment être la manière dont l'exemple est au service de votre démonstration qu'on va évaluer. Donc, combien d'exemples? Bah, déjà, à minima, du très très minima, il y en a un dans la première sous-partie, un dans la deuxième, puis un dans l'autre. Et voilà, il y en a minimum quatre. Et on est vraiment dans le minimum du minimum du minimum. Mais je ne peux pas vous dire combien il en faut. Mais il en faut. Et il en faut des bons, il en faut des pertinents, et voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Enfin, je me doute que ça n'y répond pas totalement, mais Si, ça y répond quand même, merci. je vous en prie. Merci Eva. Pourquoi Euh, avoir une, sympathique? une- oui, une autre question, Raphaël, de Simon. Bonjour Simon. Doit-on faire un recueil de citations? Donc, je suppose que votre question, c'est est-ce que durant l'année de prépa, on doit, à chaque lecture qu'on fait, à chaque fiche qu'on réalise, noter quelques citations dans un petit recueil qui va nous servir à justement trouver ces fameuses phrases d'accroche dont tu parlais, notamment. Bonjour Simon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ma question. C'est ma réponse, pardon, à votre question. La manière dont vous organisez votre travail vous regarde totalement. Je vous le dis de manière très, très honnête. C'est-à-dire que si vous lisez un livre et que vous retenez tout de suite la phrase et qu'elle ne s'efface pas de votre esprit, je ne vois pas l'utilité de faire un recueil de citations. Si vous avez une vie culturelle qui vous emmène à écumer tous les musées de Paris ou d'ailleurs, je ne vois pas trop l'utilité d'un recueil de citations. Si maintenant vous allez dans ce qu'Hannah Arendt appelait le philistinisme culturel et qui consiste à se dire, bon, globalement, j'ai un concours qui arrive, j'ai pas trop de temps, va peut-être falloir être efficace, oui, faites un recueil de citations. Dans ce cas-là, vous faites un recueil un peu organisé. Vous allez choisir quelques grands thèmes qui sont toujours les mêmes, l'histoire, le temps, la justice, voilà, vous les prenez et ensuite, vous essayez d'aller trouver un exemple littéraire passé, un exemple contemporain. Vous faites la même chose pour la sculpture, la peinture, le cinéma, et vous avez votre recueil. C'est très artificiel, ça va vous demander du temps. Euh, bon, si vous l'avez et si vous êtes à l'aise avec cette manière de faire, faites-le. Mais j'ai pas de conseils particuliers à vous donner là-dessus. C'est vraiment la manière dont vous vous organisez vous-même. Je peux pas trop répondre. Évidemment que d'instinct, je vous dirais, bah oui, faites un recueil de citations, oui, ça paraît logique. Mais si c'est que des citations, ça n'a pas non plus grand intérêt. Mm. Donc, travaillez la culture générale. Voilà le conseil que je vous donne. Je vous en prie. Merci Raphaël. Oui, ça fait écho à ce que je vous dis hein, dans les rendez-vous pédagogiques pour nos candidats chez Mission Magistrat. Je leur conseille vraiment au moins 1 heure par semaine, en fin de Alors, semaine, de faire un bilan alors, de cet aspect des choses qui a occupé leur semaine pour que dans la copie, si on a un exemple, on ne dise pas oui, alors il y a quelques mois, je suis allée voir un film, c'était génial au cinéma, ça s'appelait Napoléon. C'est bien si on sait que c'est Ridley Scott, c'est bien si on sait que c'est sorti en novembre 2023, c'est bien si on connaît le nom de l'acteur principal, etc. Et en plus, si on a une idée ou une appréciation structurée sur le film, c'est d'autant mieux. Et je leur dis souvent que, bah, avec les mois qui passent, en fait, on oublie. Et mais donc, oui, si on peut archiver ça dans un petit recueil pour avoir ces petits détails qui vont faire la différence dans leur copie, c'est plutôt pas mal. exactement, Fanny, tout à fait. Mais ce qui est encore mieux du mieux dans ce cas-là aussi, c'est d'aller voir quels autres films ont été faits sur le Bien même sûr. sujet et en quoi Bah, ils évidemment. s'opposent. Voilà. Ouais. Donc, soit vous l'avez un peu dans le sang, entre guillemets, et ça reste dans votre esprit, et c'est ce que je disais à Simon, bah, ne faites rien, imprégnez-vous, soit, et à mon avis, on est quand même plutôt là-dessus, il faut préparer un concours, il faut y aller un peu rapidement, il faut être efficace, oui, adoptez le conseil qu'a donné Fanny, qui est évidemment qui est très bon. Il y a autre chose aussi, comment dire, n'oubliez pas que l'originalité des exemples. S'il fallait répondre à la question à laquelle j'ai déjà répondu, l'originalité des exemples, Mm.
elle rentre en ligne de compte, elle aussi. Si vous citez un livre ou un film dont tout le monde a entendu parler, faites-le, mais allez donner aussi à côté un autre exemple beaucoup plus, je prends souvent cette illustration-là, mais vous savez, film un peu qui passe à 23 heures sur Arte, sous-titré en jaune, quoi, où on se dit, entre nous, on l'a vu, évidemment, vous voyez, mais de manière plus générale, et avant qu'on passe à la correction du sujet, euh, ce qu'a dit Fanny est fondamental. La culture générale, il y a deux façons de l'appréhender. La première, c'est de se dire de toute façon, ça peut tomber sur tout, donc il n'y a rien à faire. Il faut attendre que ça vous tombe dessus, vous le prenez. Voilà. À mon avis, c'est pas la bonne méthode. Vous savez, la culture générale, c'est pas un truc de gens perchés qui s'inventent des sujets et qui adorent réfléchir. C'est fondamental parce que enfin, si vous êtes magistrat et que vous ne connaissez pas les grands enjeux de la société, vous ne pouvez pas juger. Enfin, c'est évident. Donc, on va chercher quand même des individus qui ont une capacité à comprendre le contemporain, à le questionner. Donc, pour y arriver, c'est pas en restant chez vous et en travaillant toutes les matières techniques et en espérant que les deux films que vous ayez vus en 1998 ou 19 fonctionnent et soient recevables. Vous devez travailler et vous devez travailler sur un rythme qui est un rythme, à mon avis, hebdomadaire. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Mm. On peut toujours attendre la grâce divine hein, dans sa vie, c'est très bien. Mais peut-être d'ailleurs qu'elle tombera sur l'un de vous juste avant le concours. Mais la probabilité que la grâce divine vous tombe dessus avant est suffisamment faible pour que vous puissiez trouver rationnel de consacrer du temps à une étude un peu peut-être fastidieuse, mais des grandes questions, parce que on ne va pas non plus se mentir, les questions de la société contemporaine française aujourd'hui, c'est exactement celles de la Grèce antique du 5e siècle. Hein. Il n'y a pas de changement. Aucun, même sur la technologie. Alors évidemment, ils n'avaient pas d'iPad, mais ils avaient de nouvelles technologies qui étaient inventées et qui ont révolutionné, par exemple, l'agriculture. Et de la même manière, ils se disaient, mais comment on va gérer ça? L'ensemble des questions qui traversent les sociétés sont identiques. Elles ont déjà trouvé une réponse dans l'Antiquité. Toutes, toutes. Donc, il faut être fort de ce passé pour questionner le présent. Ça revient à ce que je vous disais avant. Sauf que être fort de ce passé-là, c'est en allant ouvrir quelques livres que vous allez le comprendre. Pas des manuels, enfin, comment dire, vous trouvez dans le commerce des manuels de culture générale avec des espèces de questions-réponses qui vous permettent de préparer une émission télé. Oui, un quiz, bien sûr, mais pas un concours. C'est pas ce qui est attendu. Les manuels que j'ai rédigés pour cette prépa, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, vous les verrez, vous en penserez ce que vous voulez. Mais ils ont au moins une prétention, c'est celle de vous donner des éléments factuels du passé, des grandes théories, des grands auteurs et de vous proposer une mise en perspective. Vous y adhérez ou pas, c'est pas mon problème. En revanche, là où ça devient mon problème, c'est si vous n'êtes pas capable de faire ces sauts dans le temps et de questionner le présent à l'aune de ce qui s'est passé avant. Voilà. Merci Raphaël. Une autre question de Julien. Bonjour Julien. Il nous dit parfois il est délicat de dégager un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Dans ce cas, faut-il le forcer ou alors passer sur un plan en 3 parties? Non, il faut le forcer et passer sur un plan en 2 parties. La culture générale, telle qu'elle est attendue dans ces concours-là, je ne parle pas des concours pour le NS ou autre, on parle vraiment des concours de la magistration. En gros, des concours des grandes écoles. Ce qui est attendu, c'est cette structure en 2 parties, 2 sous-parties, mais elle est déguisée, en fait. Vous faites un plan en 3 parties. Dans la mesure où vous faites le oui, mais et une espèce de truc un peu transcendant dans le grand 2 en allant chercher un nouvel élément conceptuel, vous le faites en 3 parties. Mais il doit apparaître formellement comme un plan en 2 parties. Pareil, vous mettez les titres apparents ou pas, on s'en fiche. La règle, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec votre titre, ne le rendez pas apparent. Il est plutôt d'usage de les rendre apparents sur les concours. Mm. Si vraiment il est mal foutu, bah, n'allez pas vous mettre une balle dans le pied, ne le laissez pas visible. Voyez, et on ne va pas se dire, oh là là, le titre n'est pas apparent, c'est un drame, on enlève 5 points. Il n'y a pas ce genre de considération. Mais formellement, c'est 2 parties, 2 sous-parties. Une question d'Amy. Est-il possible qu'une réflexion personnelle avec exemple pertinent en vienne à révéler une nature propre au candidat à l'opposé de ce que devrait être un magistrat?
Si oui, Oui. faut-il se lâcher en termes de réflexion personnelle ou vaudrait-il mieux faire preuve de retenue? Alors, si vous vous posez cette question, Amy, c'est ça, Émilie. Émilie, pardon. C'est qu'a priori, j'ai raté quelque chose dans ma présentation. Quand on parle de réflexion personnelle, on parle de réflexion personnelle sur le sujet, pas d'une réflexion personnelle de vous sur le sujet. Pour le dire différemment, votre copie, c'est pas un dîner en ville ou un petit verre au bistrot. Moi, je m'en fiche totalement, sans mépris, mais je me fiche totalement de ce que vous pensez sur la justice. Moi, j'ai ma propre idée. Je me fiche mais totalement de ce que vous pensez de la peine de mort. Par contre, si vous êtes capable de me dire qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela, et que l'on pourrait se demander si, elle est là, votre réflexion personnelle. La réflexion personnelle, c'est la capacité de questionner le sujet. C'est pas de donner votre point de vue personnel sur le sujet. C'est pas facile à expliquer parce que la frontière est vraiment ténue entre les deux. Ce que Émilie, Fanny ou moi, on pense de la citoyenneté, à la limite, on en parlera autour d'une bière si vous voulez, mais c'est pas ce qui va déterminer votre entrée à l'ENM. Ce que vous êtes capable de questionner du sujet sur cette thématique-là est ce qui va vous permettre de rentrer à l'ENM. Donc la réflexion personnelle qui consisterait à dire ah non mais les pédophiles il faut la castration chimique, non. Et là on ne parle pas de l'entretien, hein, de l'épreuve orale, je parle de l'épreuve écrite. Et c'est différent pour l'entretien. Mais pour l'épreuve écrite, non. Pas d'avis personnel sur le sujet. Mais que vous disiez que Maître Tartampion, dans une affaire qu'il avait plaidée en 2020 devant telle cour, avait dit que l'interprétation de tel article pouvait laisser sous-entendre que l'établissement d'une castration chimique pour les pédophiles ou même d'une castration tout court serait plutôt une bonne chose. D'ailleurs, il y avait aussi un autre auteur qui avait dit exactement la même chose. C'est ça l'approche personnelle du sujet. C'est pas votre avis sur le sujet, c'est la construction personnelle d'une argumentation au service du sujet. C'est un peu abscon peut-être, mais il y a une vraie frontière qui est peut-être mince, mais qu'il faut tenir. Et d'ailleurs, il y a des copies où je le mets, avis personnel. Par exemple, et je rebondis là-dessus, et je pense on va le traiter, le sujet corrigé, hein, mais je m'étale un peu sur ça parce que c'est important. Il y a des titres, des fois, le danger des nouvelles technologies. Ben non, ça c'est un avis personnel et ça c'est très mal. On ne met pas de jugement personnel dans une copie, les dangers de la nouvelle technologie. Mais admettons, imaginons que ce soit Elon Musk qui corrige votre copie. Vous croyez qu'il va vous mettre 20 et vous ne savez pas qui corrige votre copie. Bon, oui, je l'admets, il y a peu de chances que ce soit lui. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a un danger avec les nouvelles technologies. Il y a peut-être des risques que la société doit encadrer pour réguler l'usage, mais il n'y a pas de danger. Et ça, le danger des nouvelles technologies, c'est un avis personnel, et ça ne doit pas figurer dans la copie. Jamais. Le risque que les sociétés contemporaines peuvent endurer face à un usage non encadré ou non régulé, oui, ça oui, bien sûr, mais pas l'autre. Mm. Ça répond à votre question, Émilie. Dernière question pour l'heure de la part d'Audrey. Quels médias et journaux conseillez-vous au quotidien? Alors, aucun. Aucun dans le cadre de la préparation de l'épreuve de questions contemporaines. Après, vous lisez, vous écoutez ce que vous voulez. Ce n'est pas une épreuve d'actualité, c'est une épreuve de questions contemporaines. La contemporanéité n'est pas l'actualité. Et d'ailleurs, c'est le piège. Un sujet sur le terrorisme, un sujet sur le laxisme judiciaire n'est pas un sujet d'actualité. C'est un sujet qui peut être contemporain, mais qui n'est pas d'actualité. Lire des journaux, faire des fiches du Figaro ou du Monde ne présente pour cette épreuve absolument aucun intérêt. Aucun. Sauf si ce genre d'article vous permet de construire une argumentation. Si la manière dont le journaliste écrit, et qui souvent est dans l'argumentation, vous permet de comprendre les mécanismes pour démontrer un point de vue, ok. Mais en fait, vous le regardez comme une mécanique, mais pas comme un argument ou des idées qui vont vous servir pour votre épreuve. Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous commencez
à lire des articles pour savoir comment traiter un sujet qui potentiellement pourrait se référer à l'Ukraine ou à la Russie, vous allez exploser en vol. Parce que ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Absolument pas. Donc, hormis pour la culture générale qui vous est propre, ok, mais moi, je ne vous conseille pas du tout, encore une fois, pour préparer l'épreuve, hein, je ne vous conseille pas du tout d'aller lire des journaux ou regarder certaines chaînes d'infos en continu ou autres. C'est pas comme ça qu'on prépare. On prépare, comme je l'ai dit, alors déjà en lisant les manuels qu'on a préparés, c'est-à-dire d'avoir cette liste de questions qui sont des questions autour de grandes thématiques qui se posent de manière ininterrompue dans le temps, d'avoir des auteurs à mobiliser pour argumenter, d'avoir les exemples qui vont bien, mais c'est tout. Très bien, à ce stade, il n'y a plus de questions en réserve. Peut-être qu'on passe à l'autre partie. On va vous proposer de revenir sur ce fameux sujet qui est tombé cette année, en 2023, au concours. Je vais repartager mon écran avec vous pour mettre le corrigé que nous avions préparé à l'écran. Raphaël, je te redonne la parole. Merci Fanny. Alors, on est assis à notre petite table, on vient de retourner le sujet. Bon, stupeur, on ne sait pas quoi dire. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui. Bon, alors, passer les 30 secondes d'effroi, on commence quand même à le regarder. Et on fonctionne comme ça le jour de l'épreuve. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui. On va déjà prendre un stylo, une feuille, et on va écrire tout ce que nous évoque le sujet. Et après, on mettra de l'ordre. Mais on va écrire ce qu'il semble être et ce qu'il semble ne pas être. Les deux. Parce que quand on va devoir définir les termes du sujet, il y a deux manières de définir. Il y a définir en disant ce que c'est et il y a définir en disant ce que ce n'est pas. Nous, on va faire les deux. On va dire ce que c'est et on va dire ce que ce n'est pas. Alors, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est l'emploi du verbe être. Il saute d'autant plus aux yeux qu'il y a une majuscule et qu'il est au tout début. Donc, être. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui. Ça veut donc dire que l'on est dans des attributs. On est citoyen ou citoyenne. D'ailleurs, l'emploi et du féminin et du masculin pose aussi en soi question. Le sujet aurait pu être citoyen avec une majuscule aujourd'hui. Ou peut-être même être citoyen au pluriel aujourd'hui. Ça marchait aussi, hein. C'est du singulier. Et ça n'est pas généralisé, enfin, c'est pas généralisé, c'est pas le citoyen avec un grand C. Donc, ça veut potentiellement dire aussi que si on distingue citoyenne et citoyen, alors ça ne veut pas dire que c'est un afro-wokiste qui a rédigé le sujet, ça veut simplement dire que peut-être qu'on n'a pas toujours eu sur le même plan les femmes et les hommes en termes de citoyenneté. Et que ce sujet permet justement de réaffirmer l'égalité qu'elle doit y avoir entre les deux. C'est peut-être ça. En tout cas, il n'y a pas écrit la citoyenneté aujourd'hui. Donc, si vous prenez la voie de la citoyenneté aujourd'hui, vous ne traitez pas le sujet. Parce qu'il ne s'agit pas de décrire de manière un peu statique ce qu'est la citoyenneté aujourd'hui. La question, c'est de savoir qui sont les citoyens aujourd'hui, comment ils le sont dans la société, et qu'est-ce que ça prévoit d'être citoyen aujourd'hui. À l'inverse, même si le sujet ne porte pas sur la citoyenneté, il est bien évident qu'on ne va pas l'exclure du développement. Mais dans notre introduction, on va devoir dire ce qu'est le sujet et ce qu'il n'est pas. Donc, il ne traite pas de la citoyenneté, il traite de quelque chose de plus restreint, qui est la caractéristique aujourd'hui de ceux qui ont l'attribut de citoyenneté. Ce qui veut dire que dans notre société contemporaine aujourd'hui, des individus peuvent ne pas être des citoyens. Et s'ils ne sont pas des citoyens, que sont-ils? Des ressortissants? Des justiciables? Que sont-ils? Donc, je n'ai pas forcément les réponses, mais en tout cas, quand on lit le sujet, ça doit fuser. Ça, c'est évident que ces questions-là, vous devez vous les poser. Et il y en a plein d'autres à se poser. Mais déjà, on va regarder de manière un peu crue ce que c'est, ce que ce n'est pas. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Si c'est le cas, je veux bien qu'on descende un petit peu, Fanny, s'il te plaît. Bon, là, dans cette présentation du sujet, j'ai essayé d'expliquer ce que je viens de vous dire
D'abord, c'est pas parce qu'il y a écrit aujourd'hui que c'est d'actualité. Je le répète ici voilà, dans la petite présentation, la question de être citoyen ou citoyenne, elle se pose depuis la Grèce antique, dès lors que l'on a accepté de remettre à des gens la possibilité de décider en commun, la démocratie. Et en revanche, peut-être ce qui lui donne son caractère d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque soubresaut, à chaque fois que l'histoire s'accélère un peu, on revient toujours avec l'idée d'une crise de la démocratie, d'une crise de la citoyenneté. On ne parle jamais de la citoyenneté quand ça va. On en parle toujours quand elle est en crise. Donc là aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi? Et surtout, et cette phrase que j'ai écrite, elle est valable sur tous les sujets, ils ne sont jamais évidents. Jamais. Donc si vous lisez un sujet en vous disant « mais c'est génial, c'est exactement ma fiche numéro 34 », non, non, jamais. Le sujet n'est jamais évident. Si vous trouvez qu'un sujet est évident, c'est que vous ne l'avez pas compris. C'est pas possible. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire dessus, ok, mais il n'est pas évident. Il ne peut pas l'être parce que les problématiques sont beaucoup trop complexes. Si il vous paraît évident, c'est-à-dire qu'il faut creuser, il faut continuer à vous questionner. Être citoyen, je l'ai dit, ce n'est pas la citoyenneté. Ça veut donc dire que le sujet va d'abord porter, enfin davantage porter sur les actions du citoyen, sur les actes qui le fondent en tant que citoyen, beaucoup plus que sur les éléments que l'on lui a attribués pour qu'il soit citoyen. Vous voyez, elle est là aussi l'ambiguïté du sujet. Donc il y a un équilibre évidemment à trouver entre être citoyen et la citoyenneté. Et ça va être la difficulté parce qu'il va falloir structurer notre devoir de telle sorte que l'on montre bien nos correcteurs. On a compris que le sujet portait non pas sur la citoyenneté, mais sur être citoyen, et donc les actions, mais que bon, quand même, ça a un petit lien avec la citoyenneté. Donc on va essayer de trouver cet équilibre-là. Et puis être citoyenne, pas être citoyen, mais être citoyenne n'a pas toujours été une évidence. Et c'est peut-être pour ça que le sujet, c'est pas être citoyen au pluriel, et que c'est pas être citoyen au singulier, mais avec une majuscule. Être citoyenne et citoyen, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Si vous l'avez rédigé comme ça, si vous avez mis en relief être citoyenne, ça veut dire que le fait pour les femmes d'être des citoyennes n'a pas toujours été une évidence et qu'il faudra donc aussi s'interroger sur ce qui permet d'accéder au statut de citoyen. Et une fois qu'on a ce statut-là, les modalités de son exercice. Prenez la question, par exemple, de la discrimination positive, y compris en raison du genre, enfin du sexe. Est-ce que c'est compatible avec l'idéal d'égalité entre les citoyens? Oui, enfin, il y a plein de questions à se poser. Finalement, et c'est un peu ça, hein, c'est une étude autour du possible dans un monde incertain que propose ce sujet. Quelles sont mes actions possibles en tant que citoyen dans un monde contemporain dont je ne maîtrise pas tous les enjeux? C'est ça le sujet. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui, c'est quelles sont mes modalités d'interaction avec la société et le politique, alors même que je ne maîtrise pas l'ensemble des interactions et des questions transverses qui animent ces sociétés. Ensuite, ouais, merci Fanny, tu peux descendre. Bon, bah voilà, sur la structure du corrigé, sur la structure de mon introduction, j'ai évidemment essayé de reprendre les éléments que j'ai énoncés plus haut, les conseils. On commence par une citation, mais que l'on commente. L'accroche, vous allez le voir, c'est pas qu'une ligne. Elle est argumentée. Alors, je vais pas tout lire, mais simplement pour passer un petit peu de temps là-dessus. Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Bon, déjà, ça répond au sujet être citoyenne et être citoyen aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes, bon, pas trop, et les hommes, ok, mais alors il faut qu'ils se bougent, pour le dire de manière plus élégante. Ce constat lapidaire porté par l'historien grec Thucydide, l'air de rien, j'ai commenté mon accroche, constat lapidaire, j'ai dit non pas que, je n'ai pas cité pardon, que l'auteur, j'ai dit aussi qui il était, historien grec Thucydide, et j'ai dit pourquoi je l'avais cité parce qu'il invite au questionnement.
Donc, cette phrase-là, ce constat lapidaire porté par l'historien grec Thucydide invite au questionnement. C'est un moyen de dire à mon correcteur, bon, ok, peut-être que là, quand tu lis la citation, tu vois pas trop où je veux en venir, mais en fait, je t'assure que si. Il semble que deux principes fondamentaux se dégagent de cette analyse. Je continue à broder autour de mon accroche. Il faut que tout coule quand on lit l'introduction. Il faut absolument qu'on ait une impression de cohérence. C'est-à-dire qu'une fois que je vous ai accroché, je ne vous lâche plus. Il semble que deux principes fondamentaux se dégagent de cette analyse. L'un est évident, l'autre est implicite. Tout est dit. Le premier rend compte d'une dichotomie entre le citoyen concerné et le citoyen inutile. Et c'est autour en fait de cette notion-là qu'on va traiter le sujet. Être citoyen aujourd'hui, est-ce que c'est profiter des droits et attendre, ou est-ce que c'est se mobiliser pour des causes au service du global, du tout? C'est ça que ça veut dire. Bon, je ne vais pas tout lire, mais on peut descendre un petit peu sur la définition des termes du sujet. Voilà, merci. Être citoyen, ça commence à mais le citoyen contemporain sort du cadre. Il faut que je le définisse, ce citoyen. Et il faut que je montre au correcteur qu'à chaque instant, je me raccroche au sujet. Mais le citoyen contemporain sort du cadre, bien sûr, je vais y arriver, par son étymologie qui, oui, le citoyen reste attaché à la cité. Et je commence à définir. Et je ne suis pas obligé de mettre des gros coups de surligneur. Alors, nous allons donc définir les termes du sujet. Tout d'abord, citoyen, deux points. Non, il comprend là le correcteur ce que je suis en train de faire. Mais le citoyen contemporain sort du cadre. Bien sûr, par son étymologie kiwis, le citoyen reste attaché à la cité, mais celle-ci a grandi. Il n'est plus le citoyen d'une ville. Vous voyez ce que je fais? Je définis problématiquement. Je me fonde sur la définition antique du citoyen pour montrer qu'elle ne tient plus aujourd'hui, puisque le sujet, c'est aujourd'hui. Il n'est plus le citoyen d'une ville, d'un pays, mais il s'inscrit dans un monde globalisé davantage marqué par les enjeux mondialement partagés que par les frontières géographiques. Notre analyse, et là je commence à reprendre le correcteur par la main et à l'amener sur mon approche personnelle du sujet. Alors je dis pas je dis nous. Vous pouvez dire je, mais en règle générale, c'est quand même plus... ça reste plus consensuel de dire nous parce que c'est impersonnel. Donc on sait que vous allez parler à titre personnel, mais ça donne une impression de distance, le nous. Donc je vous encourage quand même à le garder. Notre analyse devra donc envisager la citoyenneté et le citoyen. J'ai remis les deux concepts ensemble, mais en leur laissant une autonomie à chacun, hein, pour bien lui montrer que j'ai compris le sujet. Euh, Notre analyse devra donc envisager la citoyenne, pardon, et le citoyen, oui, c'est plus loin. La citoyenne et le citoyen contemporain dans un espace mondialisé. Bon, je l'ai fait ici, l'ancrage spatio-temporel, j'aurais pu le faire plus haut, peu importe. Il faut qu'il y soit. De plus, être citoyenne ou citoyen aujourd'hui revient à une forme de mobilisation protéiforme et intermittente. C'est vrai, on n'est pas toujours citoyen. Ponctuellement, on s'engage, ponctuellement, on vote, donc il y a cette notion d'intermittence. Tantôt, le citoyen contemporain matérialise son existence en utilisant les voies traditionnelles de la démocratie représentative en votant, tantôt, il exerce sa citoyenneté en se mobilisant pour ou contre au gré des sujets que l'actualité propose. Je lui décris ce qu'est le citoyen aujourd'hui. Il pourra se mobiliser, et je donne des exemples, il pourra se mobiliser contre la montée des extrêmes ou contre le développement des idées wokistes, il pourra se mobiliser pour la vaccination contre le Covid-19 ou contre l'avortement. Finalement, c'est davantage par les actes que par les concepts, c'est-à-dire je traite bien du sujet être citoyenne et pas la citoyenneté. Finalement, c'est davantage par les actes que par les concepts que l'on identifie le citoyen aujourd'hui, et ce dernier est complexe. On le dit amorphe, tant les taux de participation. Vous voyez, je continue à argumenter, je ne vais pas tout lire. On peut descendre un petit peu, s'il te plaît, Fanny. Encore un peu. Là, je suis encore en train de montrer comment, à partir de la définition classique du citoyen, j'arrive à définir le citoyen d'aujourd'hui. Enfin, le développement d'enjeux planétaires comme le dérèglement climatique ou l'ancrage de plus en plus fort de l'intelligence artificielle, ben oui, il y a aujourd'hui dans le sujet. Donc je suis bien obligé de décrire le aujourd'hui. Ma définition du aujourd'hui, c'est ça. C'est un monde qui est liquide au sens de Bauman, c'est-à-dire avec des rôles sociaux qui sont de plus en plus mouvants et de plus en plus fragiles.
C'est aussi des démocraties qui sont contestées dans leur forme libérale, c'est la guerre qui fait son retour en Europe, c'est le dérèglement climatique, c'est l'intelligence artificielle, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc je le dis. Et puis, je pose mes problématiques. Dans ce contexte, comment la citoyenne et le citoyen d'aujourd'hui parviennent-ils à se mobiliser à la fois autour d'enjeux classiques et peu attrayants, et d'enjeux novateurs et peu accessibles? En fait, c'est ça aussi le sujet. J'ai des enjeux du quotidien qui ne m'intéressent pas vraiment, mais bon, il faut quand même les traiter. Et j'ai des super enjeux, mais ils me sont totalement inaccessibles. Donc l'espace du être citoyen aujourd'hui, il est pris dans un étau entre j'ai plein de trucs, mais ça ne m'intéresse pas, et il y en a des super bien, mais ils me sont inaccessibles. Donc ça, c'est un élément problématique. Et j'en pose une deuxième. Comment se mobiliser dans un monde de moins en moins compréhensible, où l'immatériel tend peu à peu à recouvrir le réel d'un voile d'incertitude? Le citoyen d'aujourd'hui est enserré dans le temps entre passé et futur. Bon, ça c'est mon approche personnelle du sujet. Vous pouvez ne pas la partager, tant mieux, mais argumentez. Ensuite, j'annonce le plan et on peut jeter rapidement un œil sur le plan en deux parties. Alors, la culture générale, ce n'est pas une épreuve technique. Donc, les titres, vous pouvez, vous devez les construire un minimum. Vous avez le droit de mettre des verbes conjugués. En tout cas, dans un titre, il faut une idée. Il faut qu'à la lecture du titre, je comprenne ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, un cadre juridique et institutionnel permet aux citoyennes et citoyens d'être consultés et associés à la prise de décision. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, en tant que citoyen, je peux être sollicité pour participer. Ok, très bien. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je nuance. Toutefois, ce modèle historique, qui est en fait le modèle de l'agression antique, ce modèle historique est fragilisé. Et il est fragilisé par une crise de confiance profonde et multifactorielle qui interroge sur les modalités d'exercice de la citoyenneté. Les modalités d'exercice de la citoyenneté, c'est le être citoyen. Ensuite, bon, j'annonce mes sous-parties. Grand A, aujourd'hui comme hier. Et ça, c'est un moyen aussi d'avoir une approche personnelle du sujet. C'est-à-dire que moi, ton sujet aujourd'hui, je considère qu'en fait, il n'est pas si novateur que ça. Aujourd'hui comme hier, être un citoyen revient à s'inscrire dans un cadre formel, inspiré de l'Antiquité, permettant l'inclusion et la participation à la vie politique et sociétale. Être citoyen aujourd'hui, c'est la même chose qu'être citoyen dans la Grèce antique. J'ai un cadre qui me dit ce que je dois faire, et ce que je dois faire, c'est participer à la vie de la cité. Donc ça n'a pas changé. Grand B, l'affirmation, ça n'a pas changé, mais quand même un peu. Pourquoi? Nouveau concept, grand B. L'affirmation de l'individualisme, le développement des nouvelles technologies et l'affaiblissement des régimes démocratiques placent le citoyen contemporain au cœur d'une crise de confiance, interrogeant le modèle même de la citoyenneté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À nouveau, on ne parle du citoyen que lorsqu'il est en crise. Donc si on vous a posé le sujet, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que individuellement, je n'ai aucun intérêt à participer à quoi que ce soit. Ça me coûte plus que ça me rapporte. Mais pour que les démocraties tiennent, il faut qu'individuellement, je me bouge un petit peu. Et par ailleurs, on a des nouvelles technologies qui apparaissent et qui nous enferment chez nous, qui nous obligent à voir le monde à travers un écran et à ne plus traiter de la citoyenneté comme à la Grèce antique. Donc tout ça montre bien que le être citoyen aujourd'hui, s'il est par essence dans une relation d'identité avec la Grèce antique en l'occurrence, il est aussi soumis à toute une nouvelle réinterprétation du réel et donc du aujourd'hui. Bon, là, j'ai posé dans ma première partie le fait que être citoyen, c'est pouvoir faire des choses à condition de le vouloir et dans un monde qui bouge. C'est ça que j'ai dit. Grand 2, être citoyenne et citoyen aujourd'hui, j'amène un nouveau concept, consiste surtout à modeler de nouvelles formes de rapport à la cité et à créer une citoyenneté plus individualisée. Je rebondis sur mon grand B. J'ai dit que c'était un peu, entre guillemets, un danger, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était un des facteurs de crise. Dans le grand 2, il faut que je me réintéresse à ce facteur de crise pour le résoudre et pour traiter véritablement du sujet. Donc, créer une citoyenneté plus individualisée, portée par de nouveaux canaux. Ben oui, j'ai parlé des nouvelles technologies. Portée par de nouveaux
canaux, pardon, Noël qui approche, portés par de nouveaux canaux visant à favoriser l'engagement au service de l'intérêt collectif en soutien à des enjeux renouvelés. C'est-à-dire que je dois rester dans ma dimension individuelle, individualisée, un peu à la Tocqueville. Je reste un individu qui est un citoyen, pas un citoyen qui est un individu. D'abord individu, ensuite citoyen. Et cette relation-là, je dois la porter, c'est-à-dire que je dois continuer à m'engager, mais pour des causes totalement différentes et dans une dimension qui est elle-même renouvelée. Comment on fait? Grand A, le citoyen contemporain matérialise une forme d'engagement à la carte. C'est ça la nouveauté. C'est qu'en fait, le citoyen aujourd'hui, c'est un citoyen intermittent dans le temps. Il ne vote qu'à des échéances régulières, donc il y a une intermittence dans le temps, mais il y a une intermittence aussi thématique. Il ne s'intéresse qu'à certains sujets. Voilà. Alors, ça peut être les violences faites aux femmes, et il ne s'intéressera qu'à ça. Ça peut être les questions de genre, et il ne s'intéressera qu'à ça. Bien sûr, il peut faire les deux. Mais schématiquement, conceptuellement, aujourd'hui, on constate une intermittence dans les mobilisations citoyennes. C'est un engagement à la carte. Il est donc un citoyen intermittent qui se mobilise à l'envie, souvent hors des canaux traditionnels, ce qui est aussi une des marques du contemporain, ça, les gilets jaunes, par exemple. Euh, les mobilisations que l'on a pu voir par ailleurs et qui sont elles aussi qu'on n'avait pas connues auparavant. Donc, hors des canaux traditionnels, pour faire entendre ces revendications, majoritairement tournées vers de grandes questions collectives. Paradoxalement, la contemporanéité a renforcé la dimension d'engagement collectif sans porter atteinte à l'individu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit passer un petit peu de temps. On n'a pas vraiment vu d'engagement au service de l'individu pour revendiquer des droits individuels. À chaque fois, ça s'est fait sur le collectif. Réchauffement climatique, pouvoir d'achat, euh, tout ce que vous regardez a été fait dans le respect de la société. On n'a pas remis en cause l'ensemble social, ce qui aurait pu être le cas, et ce qui ne l'a pas été. Donc ça aussi, c'est un des marqueurs aujourd'hui. Grand B, une nouvelle forme de citoyenneté participative invite les pouvoirs publics à mieux cerner les revendications collectives. Ça découle de ce qu'on vient de se dire. Dans la mesure où je suis intermittent, pour conserver ou réinterpréter le cadre formel, hein, grand 1, grand A, le cadre, eh bien, il faut bien que les pouvoirs publics s'intéressent à ces revendications collectives et les mettre à l'agenda politique. C'est une réaffirmation de ce pouvoir du collectif sur l'État. Prenez les bassines à Sainte-Soline, par exemple. Personne n'en avait vraiment entendu parler jusqu'à ce que certains s'en saisissent, le fassent de manière violente, de manière intermittente. Ils s'intéressent à cette cause ponctuellement, en l'espèce, en la conflictualisant. Et donc, l'État est contraint de s'en occuper parce que ça émerge. Donc, il y a bien toujours être citoyen, c'est être capable de faire remonter les sujets, de les positionner sur l'agenda politique dans une optique de meilleure adéquation entre l'expression de la demande citoyenne et la mise en œuvre de la réponse publique. Ce n'est pas l'État qui dit tiens, vous pouvez faire ça. C'est je ne veux pas ou je veux ceci ou cela, donc toi, État, tu fais. On a réinversé le rapport à la citoyenneté, on l'a peut-être d'ailleurs rendu beaucoup plus acceptable en rendant aux citoyens la force motrice qu'il avait pour entraîner l'action publique. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui, c'est aussi ça. Une fois qu'on a dit tout ça, on en arrive à une autre conclusion. La conclusion, c'est le résumé de ce que j'ai dit. Vous voyez, elle est courte, hein. Et d'ailleurs, je dirais un mot aussi sur la longueur des copies. Finalement, être citoyenne et citoyen aujourd'hui relève d'un profond syncrétisme. Il s'agit de tirer profit des structures traditionnelles il s'agit de tirer profit des structures traditionnelles de la démocratie représentative héritée de la Grèce antique, tout en se fondant dans des formes nouvelles de participation citoyenne. Le numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi la mobilisation sincère et quotidienne autour de grandes causes universelles viennent revivifier les formes de la citoyenneté et renouveler la place et le rôle du citoyen contemporain. Aujourd'hui, parallèlement à un affaiblissement de la participation électorale ou du rôle des partis politiques,
s'enracine un civisme de l'action. Le citoyen d'aujourd'hui est complexe, intermittent, mobilisé et vigilant. Je voulais vous la lire parce qu'en fait, moi, mon ouverture sur cette conclusion-là, je l'ai faite sur un concept que j'ai inventé, qui est celui du civisme de l'action. Voilà. Et je n'ai pas ouvert sur, mon Dieu, mais que va être le citoyen à l'heure de je ne sais quoi. J'ai simplement dit, pour moi, aujourd'hui, à partir de tout ce que j'ai dit, on est dans un civisme de l'action. Il n'y a plus de citoyen passif. Si on veut être citoyen, on n'est plus dans la phrase de mon accroche. Et donc, en fait, ce civisme de l'action répond directement à ma citation de Thucydide. Thucydide, il avait dit qu'il n'y a pas de citoyen paisible. S'il est paisible, c'est qu'il n'existe pas. Ben moi, je lui dis, alors, c'est pas totalement faux, mais en fait, il existe que s'il est dans l'action. Donc oui, tu as un peu raison, mais ça ne fonde pas la citoyenneté, ça fonde le civisme. Voilà. Et vous le voyez, il y a un vrai exercice de construction à faire dans une copie. Les parties se répondent. Je ne me contredis pas. J'apporte simplement d'autres visions. Et sur la longueur des copies, je voulais quand même en dire un mot. Il est anormal à mon sens, mais peut-être que c'est parce que certaines sont écrites à l'ordinateur, encore que normalement non, elles devraient être plus courtes. Vous ne pouvez pas faire des copies de 10, 12, 15 pages. En fait, alors, bien entendu, et sans faire de mauvais jeu de mots, mais la longueur ne compte pas, en fait. Bien sûr qu'on ne va pas se dire, plus la copie est longue, alors plus c'est merveilleux. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'elle va être courte qu'on va se dire il est passé à côté du sujet. Simplement, des copies qui sont longues, ça veut aussi dire que vous avez délayé votre propos. En fait, normalement, ça doit être condensé. Et même en 5 heures, vous ne pouvez pas avoir le temps de faire 10, 12 pages. Ce qui se passe, c'est que vous devez passer du temps au brouillon sur la structure, pour que les parties se répondent, pour qu'il y ait une organisation, une structure de la copie suffisamment complexe pour qu'on arrive à nuancer entre les parties, les sous-parties. Il y a un énorme travail d'architecture à faire. Et ce travail d'architecture, il doit vous prendre plus de temps que la rédaction. Et c'est parce que ça sera super bien construit qu'en fait, vous aurez besoin de moins de mots pour dire vos idées. Plus vous employez des mots, des tournures, des phrases, moins c'est clair en fait dans votre tête. Normalement, mieux que c'est construit, plus c'est structuré, plus c'est clair et moins c'est long. Sinon, on se perd beaucoup dans de la description, dans des choses qui n'apportent rien. Voilà. C'était mon dernière petite observation. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions sur ce corrigé? Oui, il y a d'abord Simon qui nous dit que préconisez-vous comme gestion du temps? C'est propre à chacun, mais ce serait pour avoir un ordre d'idées. Donc, je suppose que vous parlez, Simon, de la répartition entre analyse au brouillon du sujet puis rédaction. Sur une épreuve de 5 heures, selon moi, c'est 3 heures au brouillon. Largement 3 heures au brouillon. Et 2 heures ensuite pour écrire. Ouais, on a bien compris de tes propos qu'il faut vraiment faire un effort avant de se lancer dans la rédaction. Ah mais oui, oui. Ah, mais... Pas écrire moins pour vraiment faire quelque chose de propre en termes de plan, en termes d'articulation interne, en termes de cohérence des propos. Écrivez moins, mais réfléchissez un peu plus. Ah oui, totalement. D'ailleurs, même l'introduction, c'est la seule partie, enfin la seule chose, entre guillemets, que vous devez entièrement écrire au brouillon. L'introduction, il faut tellement que les parties s'enchaînent, que les choses découlent les unes des autres, qu'il faut entièrement la rédiger au brouillon. Parce que là, c'est au mot près. Le reste, c'est pas un travail de rédaction au brouillon, c'est un travail de construction. C'est que si je mets ce mot-là dans mon grand A ou mon grand B, par exemple, mon grand 1 A ou mon grand 1 B, il faut que je trouve un moyen de trouver un synonyme ou un antonyme qui soit dans mon B pour qu'il y réponde. Si vous êtes poète, vous pouvez aussi faire en sorte que les titres riment entre eux ou ne riment pas pour qu'ils expriment une opposition. Enfin, il y a tout un travail qui ne peut pas se faire au fil de la plume. Ça, c'est pas possible. Donc, le plan, il est entièrement rédigé dans ses titres au brouillon.
Après, à l'intérieur, non, ça, vous le faites au fil de la plume. Vous mettez deux, trois idées, exemple, machin, argument, vous mettez un mot, et après, vous brodez à l'écrit. Évidemment qu'il y a quand même aussi un travail dans le milieu. Faut rendre un peu beau, mais 2 heures, c'est largement suffisant. Largement. D'accord. Autre question. Sophie a eu du mal à percevoir le traitement particulier, entre guillemets, de la citoyenne dans cette correction. C'est-à-dire que peut-être, j'imagine, Sophie, vous Oui. aviez plus à l'esprit carrément une sous-partie, voire une partie sur la citoyenne. Elle a eu des droits bien plus tard que les citoyens et c'est pas normal, mais ça va mieux aujourd'hui et demain, peut-être qu'on aura Vous une voyez, égalité absolue. c'est là où je parle de l'intérêt de la structure. Aujourd'hui, il y a une égalité entre les citoyennes et les citoyens. Si vous faites une partie sur la citoyenne, formellement, vous admettez une inégalité entre le citoyen et la citoyenne. Elle apparaît dans la copie parce qu'elle a une partie qui lui est dédiée. Donc en fait, vous ne pouvez pas conceptuellement considérer l'égalité et ensuite traiter de manière inégale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé au même niveau les deux, mais je ne l'ai pas détaillé, mais vous lirez le corrigé. Il y a aussi un aspect sur l'inégalité, enfin pas l'inégalité, moi j'ai traité de l'accession à la citoyenneté. Mais ça, c'est mon approche personnelle du sujet. Mais le sujet ne porte pas sur les grandes luttes autour de la citoyenneté. Et il porte sur le aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, une citoyenne a les mêmes droits qu'un citoyen. Donc, le seul aspect qu'il fallait traiter, ou qu'on pouvait, même pas qu'il fallait, mais qu'on pouvait traiter, c'était sur l'accession à la citoyenneté des femmes. Mais aujourd'hui, elles sont des citoyens, pas des citoyennes, elles sont des citoyens à part entière. Et si vous allez même formellement faire une sous-partie que sur les citoyennes, ben, vous avez découpé le sujet. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Et vous remettez en plus sous les yeux du correcteur le traitement différencié. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas non plus une sous-partie sur les femmes, mais étrangères? Vous voyez? Donc, ça ne se justifie pas. Et quand je parle de travail d'architecture, il n'y a pas de hasard non plus dans la construction des parties. Si je fais une sous-partie que sur les femmes, ça me paraît difficile de conclure sur l'égalité. Parce que s'il y a égalité, il n'y a rien qui justifie la sous-partie spécifique sur les femmes. Donc la forme est extrêmement importante. Moi, j'ai tout mis sur le même plan, mais j'ai simplement dit qu'à un moment, il y avait une... Alors attendez, pardon, j'ai lu la question. Bien sûr, mais cela, Est expressément distingué dans le sujet. Oui, mais j'ai alors, déjà Sophie, répondu à ça. ouais, je me permets juste de dire, regardez, vous n'auriez jamais posé cette question à Raphaël pour le aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'auriez jamais eu l'idée de faire grand 2. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est que pour moi être citoyenne et citoyen. Exactement. Mais Et donc, il ne faut pas le faire pour citoyenne et citoyen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire grand 1 citoyen, grand 2 citoyenne. De la même manière, il ne faut pas faire grand 1 hier, grand 2 aujourd'hui. Vous n'auriez pas découpé le sujet au niveau de aujourd'hui. Et donc, c'est plus difficile de le saisir, j'entends bien, pour citoyennes et citoyens, mais c'est exactement la même démarche. Vous ne pouvez pas faire un plan purement chronologique, ça n'est pas possible. Vous ne et pouvez pas alors, isoler le petit mot aujourd'hui. à l'inverse, c'est Sophie, je crois, qui a posé la question. Moi, je veux bien vous écouter sur une proposition de plan dans ce cas. Vous mettez quoi? Quelle est votre idée sur être citoyenne, être citoyen? Dans l'introduction, je l'explique. Mais vous alliez faire une partie ou une sous-partie sur être citoyenne et vous mettez quoi dedans? Aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue la citoyenne du citoyen? Aujourd'hui. C'est ça, moi, ma question. Et encore une fois, c'est intéressant d'avoir ce débat parce que le sujet et la consigne, c'est d'avoir une approche personnelle du sujet. Après, c'est dans les limites aussi de l'exercice. Si vous êtes capable de me dire qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose d'être citoyenne et citoyen, ok, moi je l'accepte. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas capable de le traiter comme ça parce que je considère qu'aujourd'hui, être citoyenne et être citoyen, c'est la même chose. Il n'y a pas plus ou moins de droits pour l'un ou pour l'autre. Oui, c'est absolument ça. J'avais expliqué à certains d'entre vous dans un rendez-vous pédagogique que le sujet en droit du travail ne se serait peut-être pas
traiter de la même manière, dans la mesure où on a plus de billes, entre guillemets, et plus d'arguments et plus d'exemples pour illustrer une absence d'égalité. Mais pour la citoyenneté, c'est quand même difficile de dire que nous, les femmes, nous n'avons pas le même droit de vote ou que nous n'avons pas le même droit de manifester ou que nous n'avons pas le même droit à la citoyenneté. C'est vraiment difficile. Donc, il faut voir aussi ce que vous êtes en mesure de faire parce que le plan, il ne se choisit pas dans l'absolu. Il se choisit par rapport aux arguments que vous avez en poche. Et là, Il faut vous, quand vous même être dites, malin. vous écrivez autre chose aussi, Sophie, vous dites, l'historique est primordial à mon sens à la lecture du sujet. Ben, s'il est primordial à votre sens à la lecture du sujet, dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous êtes capable de proposer une approche centrée sur la citoyenne, faites-le, très bien. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Pourquoi avoir posé le sujet de cette manière? Alors, ça, c'est vous qui l'interprétez comme étant posé de cette manière-là. Je l'ai déjà dit, le sujet, ça aurait pu être citoyen avec un S, ça aurait pu être citoyen avec une majuscule, ça aurait pu être citoyenne et citoyen. Ça veut dire que le sujet invite à se poser la question de l'accessibilité des femmes à la citoyenneté, mais pas à l'inégalité. Enfin, je ne comprends pas dans le sujet en quoi on pourrait admettre un traitement dans une partie ou dans une sous-partie à part. Après, si vous le sentez comme ça, vous le faites comme ça. J'ai envie de vous dire, le meilleur juge, ce sera votre correcteur. Et c'est... alors, je reprendrai la Oui, question après. c'est Mais exactement vraiment, ça. si vous êtes capable de l'argumenter et de le dire, très bien, faites-le. Effectivement, donc on disait qu'il ne fallait surtout pas au brouillon séparer les idées en les recensant un Non, petit oui, peu juridique, un petit peu historique, un petit peu économique. Ça, c'était la question d'Audrey. On fait un tout, c'est un ensemble. oui. Ensuite, Brahim demandait s'il n'y avait pas un fossé entre l'égalité théorique et l'égalité effective des droits des citoyennes. Je pense que ce que on peut dire, c'est que si Brahim, vous arrivez à démontrer cela, on a bien compris l'idée qui a été donnée par Raphaël, c'est que vous êtes chacun libre de montrer, de démontrer une idée qui vous est propre. Donc, pas de problème. Si vous avez des arguments et si vous vous sentez de développer un morceau de votre copie sur cette idée, il n'y a pas d'interdiction. Au contraire, il faut une vision personnelle du sujet. Simon nous dit on pouvait peut-être discuter de l'inégalité de l'accès aux fonctions publiques des hommes et des femmes. Oui, là aussi, c'était possible, pas de problème, Simon. Vous pouvez proposer cette vision personnelle du sujet. Néanmoins, attention, c'est ce que Raphaël disait, c'est extrêmement délicat de proposer de partir dans cette idée-là parce qu'il va falloir quand même développer. On ne peut pas juste donner cet exemple-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça s'intègre dans un raisonnement plus global. Et c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire sur une inégalité éventuelle du point de vue de la citoyenneté. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas au sein des sociétés, dans le monde du droit du travail ou je ne sais où. On aurait eu plus d'arguments possibles pour partir de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est personnel. Si vous vous sentez de partir vers des orientations comme celle-là, libre à vous. Drella nous dit, à travers mes différents exercices et le concours 2023, je me suis rendu compte que j'ai besoin de beaucoup de temps pour rédiger, pour mobiliser les citations. Sur ce dernier point, devons-nous avoir un canevas de citations que l'on peut utiliser dans plusieurs sujets? L'idée, c'est que oui, bien sûr, on peut préparer un petit document de synthèse où on rassemblera plusieurs citations en espérant pouvoir se servir de l'une d'elles. Mais attention quand même, parce qu'un cadenas comme ça, c'est vraiment vous enfermer, si je puis dire, dans quelque chose de très rigide. Si jamais le sujet, le jour du concours, ne porte pas sur quelque chose que vous avez recensé dans votre recueil, vous allez peut-être être perdu, vous allez artificiellement peut-être vouloir faire un lien avec les citations que vous aviez recensées et ce lien sera peut-être artificiel. Donc, attention, oui, d'un côté, c'est bien de faire un petit document de synthèse où on va mettre des citations, mais pas que, comme on a dit tout à l'heure. Mais d'un autre côté, faites attention à ne pas rendre artificielles vos accroches sous prétexte que bah, c'était dans mon petit document de synthèse, donc j'ai voulu commencer par là. D'accord ? Il ne faut pas que ça vous enferme dans quelque chose de trop rigide. Il me reste à vous remercier de votre attention ce matin. Je remercie vivement Raphaël
qui a animé cette conférence ce matin et qui vraiment nous a apporté beaucoup de lumière sur cette difficile épreuve des concours de l'ENM. Je vous donnerai rendez-vous le 20 décembre pour la deuxième conférence de ce cycle. On parlera avec Laurent Malka de la note de synthèse. Au revoir, vous remercier de votre attention et vous dire naturellement que je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je pense que mon mail vous sera communiqué par Fanny et Oui, vous n'hésitez souhaitez pas. bon Absolument. courage pour la préparation de ce concours. Merci beaucoup en tous les cas de ta participation. Au revoir.